Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier rendez-vous pour la saison 2018 de l'émission. Pour bien conclure l'année et pour nous permettre de partir 2019 avec d'excellentes bases, aujourd'hui, on va parler de gestion de matières résiduelles. Bienvenue à Parlons-en. Alors, pour conclure cette saison de Parlons-en, et puisqu'on approche de la période des fêtes, qui est une période où, généralement, on n'a plus tendance à gaspiller, que ce soit au niveau des produits qu'on va consommer. On va générer énormément de matières résiduelles. C'était le bon moment, nous croyons, pour tous nous responsabiliser et nous conscientiser. Et ça commence en nous expliquant et en comprenant de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de matières résiduelles. Et j'accueille tout de suite Mme Luce Bergeron. Bonjour. Bonjour. Madame Bergeron, c'est avec vous qu'on va démystifier tout ce concept-là aujourd'hui. Vous êtes coordonnatrice du PMGMR, qui est le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Oui. Je l'ai eu. Parfait. Vous êtes à l'emploi de la CMQ, dans le fond. Et je vais commencer peut-être en expliquant la CMQ. C'est l'organisme qui régit quand même un grand territoire, l'agglomération de Québec, Ville de Lévis et les 3 MRC qui l'entourent. Oui. Bien, en fait, la communauté métropolitaine de Québec comprend aussi Lévis, mais dans le cas du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, on couvre seulement la Rive-Nord, donc les 3 MRC, l'île d'Orléans, Côte-de-Beaupré et Jacques-Cartier, puis l'agglomération de Québec, là, incluant Saint-Augustin, l'ancienne-Lorette. Excellent. On va essayer d'être le plus clair possible aujourd'hui. Notre objectif est de vraiment aider les gens à bien comprendre comment consommer, mais comment réutiliser ou se débarrasser des matières résiduelles. Et si jamais les gens n'ont pas tout compris pendant l'émission, je vais les inviter à se référer au plan qui comporte 124 pages et qui est disponible sur le site. Présentez-nous un peu le PMGMR. Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, en fait, ça découle de la loi sur la qualité de l'environnement, puis ça découle aussi, c'est une obligation légale, en fait. Puis il y a une politique de gestion des matières résiduelles au Québec. Donc ça oblige tous les organismes municipaux, les villes, les MRC, les communautés métropolitaines, donc Montréal et Québec, de réaliser des plans de gestion de matières résiduelles. C'est une obligation. Parce que les villes ont pris des engagements aussi pour, corriger certains comportements et s'approcher, en fait, d'une diminution importante de notre production de matières résiduelles ou de déchets. Oui, c'est ça. L'objectif principal de la politique, disons, puis de son plan d'action, c'est de réduire l'élimination, en premier. Quand on parle d'élimination, c'est autant à l'incinérateur, dans notre cas, ou dans les lieux d'enfouissement. Donc, ça, c'est l'objectif ultime, là, réduire le plus possible nos déchets, mais en réduisant la source, en récupérant, en réemployant toutes sortes de matières ou en valorisant aussi de façon énergétique. Donc, c'est ça. Pour faire ces plans-là, on a fait des gros inventaires de tous les types de matières résiduelles, donc que ce soit à la maison, dans les commerces, les institutions, les boues municipales, les débris de construction, rénovation, démolition, tout ça, tous les agrégats pour quand on fait de la réfection de route. Tout ça, c'est dans le plan de gestion de matières résiduelles. Fait que dans le fond, vous avez vraiment là, tout considéré, à l'exception peut-être là, de ce qui est agricole. C'est ça. Agricole et forestier. Et forestier. C'est ça. OK. Puis dans le fond, pourquoi est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce que on a des objectifs à atteindre? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'est dit, bon, on va falloir se doter d'un plan concret? Oui. En fait, c'est ça, c'est que les Québécois, on a été reconnus maintenant, ça s'est amélioré, donc on doit plus être les champions mondiaux. Là, on est les champions mondiaux dans plusieurs choses, là, gaspillage d'eau, gaspillage, en fait, génération de matières résiduelles aussi. Donc, la première politique, à date de, il me semble, c'est 98-2008, quelque chose comme ça, parce qu'on n'avait pas le choix d'intervenir. OK. J'aimerais ça que vous me parliez un peu, là, le plan qui a été mis en place, début 2017. Il a été commencé à être réfléchi, dans le fond, en 2016, mais finalement, son application est en 2017, puis ça va s'étendre jusqu'à 2021. C'est un plan quinquennal qui a été proposé. Ouais. Qui a réfléchi les différents projets, en fait, qui sont mis de l'avant pour rencontrer les objectifs? Comment ça vient de qui? Ça vient de où? OK. Bien, tout d'abord, on a fait notre inventaire pour savoir on était rendu où, puis pour savoir quel type de matière il faut
peut-être réduire le plus possible. Mais en fait, il y a eu beaucoup de concertation. On a fait aussi avec des gens du domaine du secteur aussi. Institutionnel, commercial, construction. Puis, il y a eu des consultations publiques aussi, donc c'était une obligation. Donc, il faut minimalement 2 consultations dans le cadre de cette révision-là, mais nous, on en a fait 9 pour s'assurer de bien donner la chance à tout le monde de venir s'exprimer puis de déposer des mémoires aussi. Donc, les regroupements environnementaux, par exemple, ils ont déposé des mémoires, certaines industries aussi qui sont dans le domaine et les citoyens aussi. Je trouve ça intéressant parce que ça vous permet aussi de découvrir peut-être des idées innovantes auxquelles on n'a pas nécessairement pensé, mais qu'un comité de citoyens ou qu'une organisation a pensé. Donc, c'était possible de vous les soumettre. Ça permet aux différentes MRC, j'imagine, de fonctionner comme ça, d'avoir des plans qui sont plus fidèles à leur réalité à eux. Oui. Parce que c'est pas la même chose là, dans toutes les MRC, d'une MRC à l'autre. Oui. Entre autres, si on regarde l'île d'Orléans, qui est un milieu agricole, même si on ne touche pas le milieu agricole, on a quand même... ils considèrent les plastiques agricoles dans leur plan de mise en œuvre. C'était quoi les plus grands enjeux, en fait, là, dans toutes les mesures, dans le plan, en fait, là, où est-ce qu'on doit corriger le tir a priori, mettons? Nous, on a agi a priori vraiment par rapport à l'élimination puis du fait qu'on ait un incinérateur qui brûle des matières. Donc, on s'est dit il faut absolument sortir le plus possible les matières dangereuses. Donc, on a fait une grosse campagne de publicité que les gens ont peut-être vue à la télé ou ailleurs avec... c'est un gars avec la coupe longueuil, là, quand on dit ça habituellement. 1998-2018. Oui, c'est ça. Il y a des comportements qui étaient acceptables, peut-être, en 98, parce qu'on n'en parlait pas autant, mais aujourd'hui, en 2018... tu n'es pas supposé d'avoir les mêmes comportements, puis il y a moyen de savoir quoi faire avec. Okay. En fait, c'est que, c'est ça, en 1988, il n'y avait pas de point de dépôt tout partout. Par exemple, dans les quincailleries, ils ne récupéraient pas la peinture. Les ampoules fluocompacts, ça n'existait pas. Maintenant, il faut les récupérer parce qu'il y a beaucoup de mercure. Donc ça, on met ça dans nos déchets, ça va directement à l'incinérateur. Donc là, il faut retirer, c'est ça, les piles. Donc, il y a un paquet de matières qu'on peut retirer facilement. Donc, ça a été notre première action parce que même si l'incinérateur investissent beaucoup puis qu'ils s'améliorent toujours, bien, c'est les citoyens qui... S'ils mettent un pot de peinture, des piles... C'est la source, là? C'est ça. Ça va être filtré, nettoyé quand même. L'impact est vraiment... Il y a un impact, mais il est faible et ça s'améliore toujours. Mais c'est aux citoyens à faire attention. Là. Vraiment. Puis là, quand on parle de matières résiduelles, en fait, c'est très large. C'est tout ce qui quitte nos foyers, nos domiciles, en fait, parce qu'on considère que ça a terminé sa vie utile ou qu'on va cesser l'utilisation d'eux. Ça intègre les serpillariens, peintures et autres éléments là, qui sortent de chez nous. Oui. Parfait. Puis là, dans le fond, on a quand même des objectifs. Vous m'aviez parlé tantôt d'un taux de 70 de taux de récupération, qui est un objectif à atteindre ou qui est un objectif atteint? Qui est à atteindre. À atteindre, OK. Malheureusement. Mais là, on n'a pas mesuré nos données du plan date de 2013. Oui. Donc, c'est sûr qu'à terme, à échéance, on va faire un autre gros inventaire. Cependant, on sait qu'au niveau de l'élimination, on a réduit quand même. Donc, la meilleure mesure, c'est de regarder en kilos par habitant qu'est-ce qu'on élimine, qu'est-ce qu'on envoie dans nos déchets. C'est ça. Puis dans la politique, l'objectif, c'est 700 kilos par habitant. Nous, au moment de l'inventaire, on était à 893, peut-être quelque chose comme ça. Mais il faut comprendre que ça inclut toutes les industries, ça inclut les boues municipales, il y en a énormément. Donc, c'est sûr qu'on était peut-être un peu loin, mais il y a des composants de la CMQ, comme par exemple dans le Nord ici ou dans la MRC de la Jacques-Cartier, il y a 6 municipalités sur 9 qui font déjà la collecte des matières organiques ou compostables. Oui. Donc, eux, ils ont atteint leurs 700 kilos par habitant, ce qui est une bonne nouvelle. Quand on parle de 70 de taux de récupération, juste pour être sûr de ce que je dis, dans le fond, est-ce qu'on parle de ce qui sort de chez nous? On aimerait, mettons, ramener à 30 ce qui est jeté et avoir un ratio de 70 de ce qui serait récupéré ou composté?
Oui, en fait, le taux de récupération, ça comprend tout ce qui peut être composté, recyclé ou même tout ce qui est réutilisé. Ou si on utilise les sites, là, pour ne pas les nommer, les FacePuce, Marketplace, tout ça. Ouais. Donc, tout ça, ça fait que ça va pas à l'élimination. Donc, ça compte dans le taux de récupération global de 70 Donc, ramener à 30 là, ce qui va sortir de chez nous, qui va être jeté sans possibilité d'autres vies ou de valorisation. Dans la poubelle, là, comme telle. Parce que si ça va à l'éco-centre, bien, c'est pas dans la poubelle. Donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait juste 30 maximum dans notre poubelle. OK. On parle beaucoup de récupération, hein, mais au niveau de la réduction à la source, les gens ont la possibilité de valider lorsqu'ils achètent des produits qui sont vendus dans des contenants de plastique, s'assurer que le petit logo, là, les 3 petites flèches, est présent. Oui, avec un numéro, c'est ça. En fait, le truc pour savoir si ça se recycle, c'est simple. On se dit, est-ce que c'est un imprimé, donc ou du papier, carton, des revues, tout ça? Est-ce que c'est imprimé? Est-ce que c'est un contenant ou est-ce que c'est un emballage? T'sais, on se demande le papier d'aluminium, est-ce que ça se recycle? Bien, si c'est un emballage, oui, ça se recycle. Puis le deuxième truc, c'est de regarder, comme tu disais, dessous le contenant, si on n'est pas certain, bien, s'il y a les petites flèches avec un numéro, ça va dans le bac de recyclage. Assurément. Si la flèche est là, on ne se pose pas de questions, puis on le met là. Oui. Excellent. Vous avez parlé de 9 séances, il y a eu beaucoup de consultations, il y a maintenant 82 actions qui ça, c'est pour l'agglomération. Dans le plan particulièrement de l'agglomération de Québec, eux, ils ont, par exemple, 82 actions qu'ils vont mettre en œuvre sur 5 ans. Donc, comme pour l'année 2018, ce qu'ils avaient prévu, sont rendus peut-être à 80 réalisés là, des actions qu'ils avaient prévues pour 2018. Si je vous demandais de me donner un exemple d'action là, pour qu'on comprenne un peu là, de quoi on parle. Je pourrais vous parler de matière organique, par exemple. Ça, c'est une des actions de la Ville ou de l'agglo du Québec. Ils veulent mettre plus de lieux de compostage communautaire dans la Ville parce que c'est beaucoup demandé par les citoyens, étant donné qu'il n'y a pas encore là, de collecte de matière organique actuellement. C'est le cas déjà dans plusieurs villes, municipalités qui sont inclus dans votre territoire. Pourquoi c'est pas le cas dans l'agglomération de Québec? À Québec, en fait, c'est qu'ils se dirigent vers plutôt une usine de biométhanisation parce qu'il y a de grosses quantités, notamment de boue municipale à traiter, donc en compostage, comme à Lévis, par exemple, sur des plateformes de compostage, c'est plus difficile. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. Si les gens veulent aller voir sur Internet, là, c'est quoi l'usine de biométhanisation? En fait, c'est qu'ils vont faire aussi du gaz naturel avec ça, qui va pouvoir être revendu à Gaz Métro, qui s'appelle maintenant Énergie. Wow. Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet qui est peut-être plus développement durable, en fait, que seulement faire une 3e collecte avec des bacs bruns tout partout. Donc, il n'y aura pas non plus de 3e bac, donc de 3e collecte, parce que ça va être des sacs d'une couleur spécifique qui va être triés de façon optique. Pour aller directement à l'usine. Donc, une vision peut-être un peu plus à long terme là, au niveau du développement durable puis de réinsérer. Ouais. Parce que via la biométhanisation, on parle de réutilisation d'un produit qui aurait été complètement jeté. Oui, puis la matière, en fait, il y a le gaz, mais il va y avoir aussi du compostage qu'on appelle du digesta, qui est de meilleure qualité, si on veut, que le compost. Donc, ça va retourner sur les terres agricoles aussi, éventuellement. Donc, c'est sûr, c'est un gros projet, c'est un peu plus long. C'est sûr que là, ça va plus loin, là, mais il y a toutes sortes de campagnes aussi, comme je vous disais, des campagnes de sensibilisation et d'information. Puis ça, c'est des choses qui sont assez coûteuses puis que les gens demandent beaucoup aussi. Donc, ça, on a fait beaucoup d'actions là-dessus. Des fois, c'est des publi-postages où on essaie de réduire, par contre, le plus possible. Ben oui. Donc, ça, mine de rien, ça a un gros impact sur notre quantité de déchets. Quand vous voyez passer des initiatives là, récentes comme le Pacte, par exemple, ça a circulé, puis l'objectif est d'inciter les gens pas à devenir parfaits, mais à supporter et à modifier certains comportements. Tous les gestes sont importants. C'est toutes ces initiatives-là, qu'elles soient de vous ou d'autres partenaires, c'est Québec et autres qui sont présents dans le territoire, viennent contribuer, viennent vous appuyer, j'imagine, dans votre mission avec ce plan-là? Oui. En fait, vu que toutes les municipalités au Québec ont des plans de gestion aussi, donc il y a des campagnes qui sont plus
provinciales avec Recycle Québec, par exemple, où nous, on est partenaire aussi avec Recycle Québec dans différents projets dans les écoles, par exemple, actuellement. Ouais. Il y a eu une bonne couverture médiatique là, dernièrement, mais on fait des projets pilotes dans les écoles pour les aider à mieux récupérer. Parce qu'en consultation publique, puis selon nos études, puis l'inventaire, les écoles ne recyclent pas beaucoup. Genre comme 11 là, Wow, de taux de récupération. Donc, c'est très, très faible, mais ils recyclent à 90 et plus le papier et le carton. Mais ils ne sont pas équipés pour récupérer les contenants, par exemple, parce que les contenants, on dit qu'il faut les rincer avant de les recycler. Sauf que dans les écoles ou les lieux publics, on ne peut pas avoir accès nécessairement on ne peut pas les rincer. On peut pas tout rincer. Donc là, ce qu'on teste avec Recycle Québec, mais aussi avec le Conseil canadien des manufacturiers de contenants multicouches, donc les petites boîtes à jus, ou pas les pintes de lait, mais les boîtes de jus, etc. Il y a plusieurs de couches là-dedans, puis c'est difficile à recycler. Mais c'est recyclable. Mais souvent, les gens pensent que ça ne se recycle pas. Donc, puis dans les lunchs, les parents, ils courent ça, donc ils mettent ces petites boîtes-là, puis c'est jeté aux poubelles. Les contenants de yogourt, les yops et tout ça, c'est jeté aux poubelles dans les écoles. Donc là, on travaille là-dessus aussi avec la Ville de Québec, entre autres, qui a équipé 8 écoles, des 10 écoles qui sont dans le projet pilote. La MRC ici de la Jacques-Cartier a équipé une école aussi, puis l'île d'Orléans aussi. Qu'est-ce qu'on a ajouté quand vous parlez, on les a équipés? Bien, en fait, c'est que souvent, les bacs débordent déjà. Il y a juste du papier et du carton, puis ça déborde déjà. OK. Donc là, il faut les équiper. Il faut rajouter un conteneur, par exemple. Mais juste rajouter un conteneur dans une cour d'école, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'emplacement. Donc, il faut qu'ils changent les contrats de collecte. Okay. Ouais. Puis les concierges, bien, c'est pas dans leur tâche non plus. Donc, il faut rajouter ça ou que c'est des élèves. Puis là, ça change tout le temps. Puis mine de rien, là, ça, c'est une petite chose, mais il ne faut pas blâmer les gens nécessairement parce que c'est pas toujours possible de recycler. Donc là, les élèves, ce qu'on leur dit, à l'école, tu le vides, donc tu fais pas de gaspillage alimentaire. Vide ton contenant, ton yogourt, ton jus, puis mets-le au bac, il n'y a pas de problème. Pourquoi on rince? C'est parce qu'au centre de tri, c'est des gens qui trient. Donc, idéalement... on veut une certaine salubrité aussi, là, parce que là, le centre de tri comme tel, si tout n'était pas rincé, à un moment donné, ce serait plus salubre comme environnement. C'est ça. Il y a un mythe qui circule aussi où, quand on dit qu'il faut rincer, on gaspille de l'eau potable. Mais en réalité, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'eau potable, rincer et recycler, puis refaire des produits avec des matières recyclées. Donc, ça prend beaucoup d'eau, là. Sinon, si on repart de matières premières pour faire un objet, bien là, ça prend énormément d'eau. Donc, ceux qui ont comme raison de ne pas recycler parce qu'ils ne veulent pas gaspiller d'eau potable, ils sont dans l'erreur. OK. C'est préférable de le faire que pour le réutiliser que de construire à nouveau. Oui. C'est moins coûteux en eau potable. Puis, en énergie. On ne demande pas un nettoyage complet puis de laisser couler l'eau pendant 5 minutes pour une boîte à boire, là, mais un rinçage devrait bien le faire. Est-ce qu'il y aurait une possibilité éventuellement, en identifiant les principales sources de pollution, prenons l'utilisation du plastique ou le contenant jetable, tout ça, il y aurait possibilité de réglementer les milieux scolaires pour qu'éventuellement, on n'ait plus la possibilité d'utiliser, par exemple, des contenants à usage unique? T'sais, on le voit là, pour les parents qui ont des lunchs à faire pour les enfants, la liste des trucs qu'on ne peut plus mettre dans la boîte à lunch, elle est super longue parce qu'il y a des allergies. Mais est-ce qu'éventuellement, on aurait la possibilité justement d'identifier ces éléments-là qui sont dommageables? Puis pour les écoles, ça serait assez difficile, mais il y a beaucoup d'initiatives d'écoles qui réduisent, qui obligent, par exemple, les lunchs zéro déchet. Ah oui? Oui. Donc, il y a des écoles où vraiment sont vraiment performants. Là. Nous, quand on dit 11 c'est une moyenne, mais il y en a qui sont à 80 puis Fait qu'il y en a qui performent super bien. Mais c'est de leur propre initiative et ça prend une direction qui est sensibilisée et qui a envie d'aller de l'avant. Tellement de priorités dans les écoles que s'il faut embaucher un orthophoniste au lieu ou acheter un conteneur, bien, le choix se fait rapidement. Il y a un impact plus direct sur nos enfants, en tout cas à court terme. Oui, c'est ça. Eh bien là, puisqu'on on parle un peu du plan, mais... Après, pour nous aider dans l'atteinte de nos objectifs, il y a la hiérarchie des 3 R qu'on peut expliquer parce que si on a une bonne base là-dessus, ça va impacter tout le reste. Présentez-moi, dans le fond, la hiérarchie des 3 R. Oui, dans le fond, c'est ce qu'il faut prioriser comme geste
en premier, donc qui a moins d'impact sur l'environnement, puis qui, économiquement, c'est mieux pour nous aussi. Donc, on dit le déchet qui coûte le moins cher à gérer, c'est celui qu'on ne génère pas. Donc, le premier R, c'est la réduction à la source. Donc, tout ce qu'on ne consomme pas, tout ce que, par exemple, quand on va à l'épicerie, ça, c'est un exemple assez simple. Si on a nos sacs, bien évidemment, on réduit à la source parce qu'on ne va pas jeter de sacs de plastique. On parle de réutilisation, le plus possible. Oui, réemploi. Ça, c'est une autre... on s'est attaqué à ça aussi beaucoup, le réemploi, parce qu'on a mis en ligne, par exemple, un bottin du réemploi. Si vous tapez sur Internet « bottin du réemploi », vous allez tomber sur une carte avec toutes les ressourceries, les éco-centres, tous les commerces qui acceptent des vêtements ou des meubles ou des servent plus à rien, c'est ça, électronique, tout ça. Donc, si vous voulez vous faciliter la tâche, là-dessus, on a les adresses, on a les heures d'ouverture, on met ça à jour à chaque année. Donc, vous allez là-dessus, le bottin du réemploi, que ce soit pour donner ou pour acheter des objets encore en bon état. Bien, c'est un très bon outil. Je ne serais pas faux de dire aussi que de plus en plus aussi les médias sociaux contribuent, dans le fond, à la réutilisation. De plus en plus, on voit là, les gens qui partagent les items qu'ils ont à donner, est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Puis c'est une façon superbe d'aider déjà quelqu'un qui a un besoin, mais de réutiliser justement ces appareils-là. Oui, je suis sûre que ça a un gros impact. Ça. J'ai hâte qu'on refasse notre inventaire pour savoir, parce que quand on a fait ça, les données, c'était 2013, donc ça n'existait pas, là, les Facebook et Marketplace. Donc, je pense que ça va faire une grosse différence. Et évidemment, bien, la récupération. Oui. Pour le troisième R. Oui. Il y a un outil de Recycle Québec qui est sorti par rapport à ça, parce que le Ça va où? Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application qu'on peut mettre sur notre téléphone, mais vous pouvez aller sur Internet aussi. Donc, encore aujourd'hui, on hésite tout le temps à savoir qu'est-ce qui va dans notre bac bleu, notre bac de recyclage ou non. Donc, on est encore mélangés. C'est normal parce qu'il y a des nouvelles matières qui viennent sur le marché, qu'on ne sait jamais si ça se recycle ou pas. Donc, en utilisant ça, vous rentrez un mot, là, par exemple, grille-pain, bien, il va vous dire ça va où? Bien, il va dire selon ta localisation où tu habites, ça va à tel éco-centre, par exemple. Oui, c'est ça, c'est aussi précis que ça, hein, en fonction là, de ta géolocalisation, batterie, peinture, les trucs là, plus difficiles là, à se débarrasser. On va nous indiquer directement là, où on doit aller, mais le ça va où s'applique à peu près à tout ce qu'on se questionne. Je ne sais pas s'il y a une carte, là, mais puis en termes de résidus dangereux, là, tout ce qui est peinture, pile, tout ça, nous, on a un autre site qui s'appelle, en tapant tesresidusdangereux.com, tesresidus dangereux, tout d'un bout. OK. Bien, ça a un lien avec le gars avec la coupe Longueuil, là. Ouais. Donc, ça, on a une carte en ligne à la CMQ. Donc, là, on peut voir près de chez nous quel type de points de dépôt il y a, les quincailleries, des ressourceries, ou des points de dépôt, les électrobacs, ou il y a toutes sortes de petits points de dépôt maintenant partout pour les piles. J'ai confondu les deux, vous avez raison. La carte, elle est vraiment avec tes résidus dangereux. Oui. C'est là qu'on le voyait clairement, mais ça va où? C'est plus une application mobile, en fait, là, dont on peut se servir, que vous allez aussi promouvoir très bientôt. Là. Il y a une grosse campagne pub qui s'en vient pour... En fait, il y a la Ville de Québec qui va faire une grosse campagne pour dire où vont les choses. En fait, ça va où? Bien, ça va là. C'est bon. Je peux pas en dire plus parce que ça s'en vient. Donc, mais c'est vrai qu'il y a comme un clin d'œil à l'application de Recycle Québec. Là, ça va où? Bien, ça va où? Ça va là. On a des objectifs collectifs à atteindre, puis c'est en y contribuant tous un petit peu. Ouais. Je pense pas qu'on demande à personne de devenir total zéro déchet demain, mais si chacun fait un petit effort, bien, crime, quand tout le monde le fait, ça vient un petit effort qui est fait collectivement, bien, qui a un impact réel. Ah oui. Puis quand on doute du petit effort, mais c'est la seule façon. Bon, on a la possibilité de faire des choix. Puis il y a plusieurs sites Internet, il y a des outils en ligne, mais il y a également des groupes de discussion, notamment sur Facebook, comme par exemple Zéro Déchet, qui sont des groupes où on invite les gens à échanger sur leurs bonnes pratiques. Donc, au niveau de la réduction, en partageant comme ça, en ayant des trucs, parce que c'est pas toujours évident, on sait pas toujours comment faire. Parce qu'à
à la période des fêtes. Il va y avoir beaucoup de consommation, il va y avoir beaucoup de gaspillage. On fait juste penser au papier quand on emballe à chaque année avec des papiers colorés les cadeaux qu'on va offrir aux gens qu'on aime. Bien, il y a beaucoup de groupes. Tu sais, je pense au Super Parents Écolo, qui est un petit groupe Facebook qui est ici où les gens échangent leurs bonnes pratiques, ils se donnent des conseils, des trucs. Bien, c'est peut-être un endroit où les gens peuvent aller pour s'informer puis pour partager même les belles initiatives qu'ils ont peut-être eux-mêmes mis de l'avant. L'émission est déjà terminée. Hein? On est venu au bout du temps qu'on avait. Peut-être qu'en terminant, si je vous demandais peut-être de nous donner des références Internet, si les gens là, sont conscientisés par ça et qu'ils veulent en apprendre plus. Bien, évidemment, je vais parler de nos 2 outils parce qu'ils sont très locaux. Donc, si vous tapez « bottin du réemploi », tout dans un mot, vous allez tomber sur la carte. On disait, si vous voulez acheter, je ne sais pas, des télés usagées, bien, vous allez taper « télé » puis vous allez pouvoir savoir à quel endroit vous pouvez en acheter. Donc, le bottin du réemploi, puis l'autre, tesrésidusdangereux.com pour tout ce qui est matière dangereuse, incluant électronique, peinture, ampoule, etc. On a un petit site aussi sur le gaspillage alimentaire. Donc, c'est « Jette pas ça ». Ouais, okay. Donc, là aussi, vous allez retrouver le même comédien, d'ailleurs, qui fait une pub aussi sur le gaspillage alimentaire sur ce site-là. Puis sinon, c'est ça, toutes les belles initiatives qu'il y a localement. Je sais qu'il y a des petits sacs qui se font aussi pour remplacer les Ziplocs. Donc, tout ce qu'on peut faire pour encourager les organismes locaux. C'est des trucs là, qui sont partagés via les plateformes que vous proposez. Oui. Merci beaucoup. D'avoir participé à cette émission. On espère qu'on aura contribué, dans le fond, à préciser un peu de quoi on parle, qu'on parle de gestion de matières résiduelles, de matières résiduelles dans la tête des gens. Puis est-ce que la CMQ, vous êtes présente sur Facebook aussi? Pour les gens qui auraient des initiatives à vous partager, on peut, j'imagine, communiquer avec vous de cette façon-là également. Également. Excellent. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très gentil. Merci à Maurice Louis qui nous a prêté cette toile qui a meublé notre décor aujourd'hui. Je vous rappelle que pour voir et revoir tout le contenu produit, bien, il y a ccap.tv ou encore la chaîne YouTube de ccap.tv. Je vous souhaite de passer un agréable temps des fêtes. Soyez responsables, profitez-en pour échanger, notamment sur vos bonnes pratiques, mais prenez également beaucoup de temps pour vous reposer. On sera de retour avec vous dès février prochain. Bye, à la prochaine.